Paris, la nuit. Une carte postale de lumières et de promesses. Mais sous le vernis de la ville lumière, une ombre s'étire, insidieuse et mortelle. Une ombre qui connaît les ruelles sombres, les portes mal fermées, les silences angoissants des appartements vides. Il connaissait mieux Paris la nuit que la police elle-même. Nous sommes au début des années 90. L'Est parisien, un cœur populaire et vibrant, bat au rythme de ses quartiers, Bastille, République, Ménilmontant. C'est un Paris authentique, un labyrinthe de rues où les vies se croisent, s'ignorent, se frôlent. Mais à partir de 1991, une peur sourde commence à s'installer. Une à une, des jeunes femmes disparaissent. Au début, les affaires semblent isolées. Des faits divers tragiques, noyés dans le flot continu de l'actualité d'une grande métropole. Personne ne fait encore le lien. Personne n'imagine qu'un seul et même prédateur a commencé sa chasse. Une chasse qui va durer 7 longues années et plonger tout un quartier dans la psychose. Les victimes sont retrouvées mortes, souvent chez elles. Le lieu qui devrait être un sanctuaire devient une scène de crime. Le mode opératoire est d'une brutalité méthodique, presque rituelle. Elles sont ligotées, bâillonnées, étranglées. Le tueur ne laisse rien au hasard. Il prend son temps. Il transforme l'intimité d'un foyer en théâtre de l'horreur. Le tueur rôde entre République et Bastille. Il est un fantôme dans la ville. Il observe, il suit, il choisit ses proies avec un soin glacial. Des femmes jeunes, seules, vivant dans ce périmètre précis. Il repère leurs habitudes, les immeubles, les failles de sécurité. Une porte d'entrée qui ne ferme pas bien, une fenêtre accessible. Il attend le moment parfait pour frapper. Il observe, choisit, frappe. Son approche est souvent déconcertante de banalité. Il sonne, prétextant une erreur, demandant un service. Il inspire une confiance fugace, juste assez pour franchir le seuil. Une fois à l'intérieur, le masque tombe. La violence se déchaîne, froide et implacable. Les médias commencent à relayer l'angoisse qui étreint le quartier. On lui donne un nom, un surnom qui claque comme une sentence. Le tueur de l'Est parisien. La peur a désormais un visage, même s'il reste invisible. Au 36, quai des Orfèvres, siège de la police judiciaire, les enquêteurs de la brigade criminelle sont sur les dents. Les dossiers s'empilent, la pression monte. La police découvre un schéma. Les meurtres sont géographiquement proches, le profil des victimes est similaire, le modus operandi se répète. La certitude s'installe, ils ont affaire à un tueur en série. Toujours la même précision, toujours la même signature macabre. Mais l'homme est une ombre. Il ne laisse derrière lui que le chaos et le deuil. Pas de témoins, pas d'effraction, pas d'armes laissées sur place. Le tueur utilise ce qu'il trouve ou ses propres mains. Il est méticuleux, presque professionnel dans sa manière d'effacer ses traces. Juste des cheveux, du sang, des traces biologiques infimes. Des ombres génétiques qui crient silencieusement le nom du coupable. À cette époque, l'analyse ADN est une technique encore nouvelle, prometteuse, mais complexe. En 1994, une avancée majeure. L'ADN prélevé sur plusieurs scènes de crime parle enfin. Le résultat est sans appel. Un profil génétique unique relie plusieurs meurtres. C'est la preuve scientifique qu'un seul homme est derrière cette série macabre. Les enquêteurs tiennent leur monstre, du moins son empreinte génétique. Mais l'euphorie est de courte durée. Le profil ADN est comparé au fichier national des empreintes génétiques, qui en est alors à ses balbutiements. La réponse tombe, sèche et décevante. L'homme n'est pas fiché. L'ADN est une clé, mais pour l'instant, elle n'ouvre aucune porte. Le tueur reste un fantôme. Et pendant que la police piétine, il continue. La traque est lancée, des milliers d'hommes sont entendus, des centaines de pistes explorées, en vain. Le tueur, lui, se terre, ou peut-être, vit-il simplement sa vie, au vu et au su de tous. 1, 2, 3 victimes de plus viennent s'ajouter à la liste funèbre. La terreur est à son comble. Mars 1997. Le prédateur frappe à nouveau. Mais cette nuit-là, quelque chose va changer. Le destin, pour la première fois, ne sera pas de son côté. Une femme s'échappe. Après avoir subi une violence inouïe, dans un réflexe de survie prodigieux, elle parvient à se libérer et à fuir. C'est le premier véritable échec du tueur. Et le premier véritable espoir pour les enquêteurs. Elle est en état de choc, mais elle se souvient. Elle peut enfin mettre des traits sur le fantôme. Elle décrit son agresseur, un homme d'une trentaine d'années, ni grand, ni petit. Mais elle se souvient surtout de 2 détails glaçants. Une cicatrice, fine, sur le côté du visage, et un regard. Un regard froid, vide, dépourvu de toute humanité. Le portrait robot est diffusé. Le filet se resserre.
Un nom remonte à la surface. Un nom parmi des milliers d'autres dans les archives de la police. Guy Georges. Un petit délinquant, connu pour des vols et des agressions. Il a déjà été arrêté, interrogé pour des faits de violence. Mais il est toujours passé entre les mailles du filet, déjà arrêté, déjà oublié. Des erreurs d'aiguillage, des dossiers mal connectés, une justice parfois lente. Guy Georges a bénéficié d'une série de hasards malheureux qui lui ont permis de continuer son parcours sanglant. Mais cette fois, les enquêteurs ont l'ADN. Ils demandent une comparaison entre l'ADN du tueur de l'Est parisien et celui de Guy Georges, prélevé lors d'une précédente affaire. L'attente est insoutenable, jusqu'à ce que l'ADN parle. Résultat, match parfait. Le fantôme a un nom, l'ombre a un visage. Guy Georges est le tueur de l'Est parisien. Mars 1998. Un an, presque jour pour jour, après la fuite de sa dernière victime. La traque prend fin. L'arrestation a lieu près du métro Blanche. Pas de course-poursuite spectaculaire. Pas de résistance. Il sort calmement, l'air presque ordinaire. Un homme parmi les autres, dans la foule parisienne. Il porte un sac à la main. Un simple sac en bandoulière, anodin. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent son kit de chasse. Un couteau, un foulard, des gants. Les outils de son œuvre macabre. Le prédateur était de nouveau prêt à frapper. Placé en garde à vue, Guy Georges commence par nier. Mais face aux preuves ADN, il finit par craquer. Il avoue 7 meurtres. Il les raconte froidement, avec une précision clinique. Sans remords, sans une once d'empathie. Pour lui, ces victimes ne sont que des objets. Des corps. Elles étaient vivantes. Puis, elles ne l'étaient plus. Le procès s'ouvre. C'est le procès d'un monstre, mais aussi celui des failles d'un système. Dans le box des accusés, au tribunal de Paris, Guy Georges est impassible. Il reste silencieux, muré dans son absence d'émotion. Il écoute les témoignages des familles brisées, le récit de l'horreur par la seule survivante, sans jamais scier. Le contraste entre la douleur palpable dans la salle et sa froideur est abyssal. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, l'affaire Guy Georges provoque une onde de choc qui dépasse largement les prétoires. À cause de lui, et des errements de l'enquête, la France prend conscience de la puissance de l'outil ADN. Pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, la loi évolue. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, est créé et généralisé. C'est l'héritage paradoxal de cette traque. Un outil pour les enquêteurs, né de la douleur des victimes. Aujourd'hui, Paris n'a jamais oublié ses nuits les plus sombres. Le nom de Guy Georges reste gravé dans la mémoire collective comme celui de la terreur ordinaire, du voisin insoupçonnable qui se révèle être un monstre. Cette histoire nous rappelle une vérité troublante. Certains monstres se cachent dans l'ombre, d'autres marchent à côté de nous. Abonne-toi à Crimisard pour d'autres histoires vraies.